On trouvait intéressant de rappeler comment vont fonctionner ces élections législatives, parce qu'elles n'ont rien à voir avec la présidentielle. Donc voilà, remettre un peu les points sur les i, c'est quoi les élections législatives, et est-ce que les calculs, non seulement des dirigeants politiques, mais aussi des militants eux-mêmes, est-ce que cette tambouille de chiffres politiques est viable dans la perspective de cette élection, qui est très particulière, et qui, on ne vous le cache pas, en tant que sondeur, est l'une des plus compliquées. Donc j'ai repris une infographie je crois, du ministère de l'Intérieur. Ah, c'est pas toi qui l'as fait. Non. Bah non, j'ai pas le temps. On a une question, je crois, Louise. La première. Oui, tu modères mieux que moi, presque. Twitcher du dimanche, ça faisait longtemps. Vous allez faire des projections pour les législatives. Alors, oui, on aura des projections pour les législatives. Est-ce qu'on en aura avant le jour même? C'est possible, c'est pas garanti. Parce que, comme je vous ai dit, c'est la merde. C'est la merde à faire. Et je suis pas certain que ce soit super utile. Tant que les rapports de force électoraux, c'est-à-dire ce que vont voter les gens, c'est pas super stabilisé, est-ce que ça a un intérêt de faire une projection en siège de la composition de l'Assemblée avec, c'est compliqué avec de grosses marges d'erreur potentiellement. En plus, on a vu à la présidentielle que les rapports de force électoraux, ils ont bougé rien qu'entre le samedi et le dimanche du premier tour. Donc là, c'est reproché, mais c'est pas nous, c'est les gens. C'est les gens qui ont changé d'avis. Donc voilà, est-ce pertinent dès avant les législatives de réaliser des projections? J'en suis pas convaincu. Après, on le fera pour répondre à la demande, hein, évidemment, et on le fera du mieux qu'on peut. Revenons sur ces élections législatives. Qu'est-ce que c'est les élections législatives? Comment les députés sont élus? Parce que c'est à ça que ça sert, c'est à composer l'Assemblée nationale. Donc, Frédéric en a parlé, depuis le passage au quinquennat, du coup, le mandat présidentiel et le mandat des députés font la même durée. Les élections ont lieu à peu près en même temps. Au scrutin uninominal majoritaire à 2 tours. Alors, ça fait mal quand tu lis la phrase comme ça. Alors voilà, sous ce terme de constitutionnaliste ça me rappelle mes cours. Et de légiste électoral, c'est pour se la péter, hein, c'est le langage hermétique, tout ça, c'est le droit. Je peux le dire, j'en ai fait. Ouais. Scrutin uninominal à 2 tours, ça veut dire quoi? Uninominal, c'est qu'on vote pour un candidat. Voilà, par exemple, vous avez des scrutins, comme les départementales, où vous votez pour un duo, un binôme. Au scrutin binominal, déjà. Donc, uninominal, c'est on vote pour une personne. On ne vote pas pour une liste. Contrairement aux élections municipales, ou aux élections européennes, où vous avez une liste de 30 ou 50 personnes qui se présentent, on vote, et en fonction de la proportion, je schématise, mais en gros, en fonction de la proportion de voix qu'a recueilli votre liste, si vous avez, je dis des bêtises, hein, mais si vous avez recueilli 50% des voix, et ben la moitié de votre liste, hop, il rentre dans au Parlement européen, ou au Conseil municipal, etc. Voilà, il rentre dans la chambre. Voilà, ça c'est un scrutin de liste. Les scrutins de liste sont liés à des scrutins à la proportionnelle. Scrutin uninominal, donc c'est des candidats qui se présentent, majoritaire à 2 tours, c'est-à-dire il y a 2 tours, et au terme du 2e tour, celui qui a eu le plus de voix, c'est celui qui a gagné. Vous voyez peut-être où je veux en venir, qui est que c'est pas parce que les rapports de force de la présidentielle, mine de rien, on pourrait dire que la présidentielle, le premier tour, est une sorte de cartographie proportionnelle de l'état politique de la France. On peut dire, tiens, grâce au premier tour de l'élection présidentielle, on sait qu'il y a un bloc Macron au milieu, qui pèse 28, il y a un bloc Marine Le Pen, Rassemblement National, qui pèse 24, et il y a un bloc gauche, au sens large, qui pèse autour de 30, quand même, mine de rien. Voilà, donc ça, si on le transpose sur les législatives, boum, ça nous donne ce que va être la composition de l'Assemblée nationale. Or, non. Sauf que les législatives, c'est pas un scrutin proportionnel, c'est un scrutin uninominal. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que dans chaque circonscription, vous aurez des candidats avec des étiquettes, gauche, droite, En Marche et tout, mais vous aurez des candidats, des personnalités. Ce qui a son importance. Ce qui a son importance, c'est-à-dire que, je vous donne un exemple très, très, très caricatural, imaginez une circonscription où, en gros, qu'à voter comme l'ensemble des Français à la présidentielle. Donc vous avez 30% à gauche, en gros vous avez 3 blocs, un tiers gauche, un tiers Macron, un tiers Rassemblement National. Si, dans cette circonscription législative, l'un des candidats est le maire de la commune qui recoupe la circonscription, en général, le maire, on l'aime bien, enfin imaginez, c'est le maire, il a depuis 50 ans, tout le monde l'aime bien, on le trouve pas trop vieux, tout va bien. Si ce mec se présente sous les couleurs d'un certain parti, le parti en question, il va vraisemblablement pas faire que 30%. Il est susceptible de faire beaucoup plus.
pour se qualifier au second tour des élections législatives, dans sa circonscription, il ne suffit pas d'être les deux premiers arrivés. Il peut y avoir des triangulaires, ou même des quadrangulaires, même des quinquangulaires ou des pentagulaires, ça dépend, tout le monde ne dit pas pareil. Comme les régionales. Mais voilà, comme les régionales en fait. Parce que pour accéder au second tour, on ne prend pas juste les deux meilleurs, on prend à partir d'un certain seuil. Et donc il faut avoir obtenu... c'est quoi la règle? Les candidats ayant obtenu 12,5% des suffrages exprimés. Ce seuil pour accéder au second tour, il n'est pas sur les gens qui sont allés voter, il est sur toutes les personnes inscrites sur liste électorale. Ça veut dire que dans un endroit où vous avez 50% d'abstention, vous n'avez qu'une personne sur deux qui va voter, c'est-à-dire que le score qu'il faut pour se qualifier au second tour, c'est pas 12,5, c'est 25. Ouais. Et ça fout la merde. Voilà, c'est un facteur de plus pour rendre les choses compliquées. Ça veut dire que en gros, dans une circonscription où les gens ne vont pas voter, la division est interdite pour un camp politique. Et alors, question con, par exemple, tu as 50% d'abstention, tu as un seul mec qui fait 25%, il est élu dès le premier tour. Théoriquement, oui. Il peut y avoir un espèce de faux second tour, éventuellement, mais il est élu. Faux second tour, il n'y a que lui, parce que tu peux voter blanc, mais comme le blanc n'allume pas d'élection, bon. C'est ça. Alors, pour expliciter cela, j'ai fait un petit schéma. Alors, ça, ce que vous voyez là, c'est... Ce qu'aurait été. Voilà, j'ai pris les résultats du premier tour de l'élection présidentielle de 2017, et je les ai projetés, tiens, si l'Assemblée nationale était un décalque du rapport de force mesuré à la présidentielle. Ce que beaucoup de gens, notamment à gauche, et notamment chez les Insoumis, semblaient dire pour motiver le troisième tour, la revanche, Jean-Luc Premier ministre. Voilà, donc parce que dans leur tête, ça semble être ça le calcul. Bon, c'est un argument politique. Si on fait cette projection, ça veut dire que depuis 5 ans, on a ça. C'est-à-dire, en gros, un bloc gauche, donc on a mis France Insoumise et Hamon ensemble, parce qu'à l'Assemblée, les groupes sont assez morcelés, donc pour faire des blocs compréhensibles, ça donne ça. Bon, vous voyez, on a un bloc gauche majoritaire, enfin, majoritaire relatif, un bloc Macron qui fait un petit quart, on va dire, LR qui se maintient bien, et le RN qui est très très fort. Puisque Marine Le Pen a fait 21%, 22% à la présidentielle de 2017. Voilà, ça c'est si l'Assemblée nationale était le reflet des rapports de force de la présidentielle de 2017. Et voilà la vraie Assemblée élue au terme des législatives de 2017. Donc cet effet de souffle dont parlait Frédéric, vous le voyez là, c'est-à-dire que le gagnant de la présidentielle, les gens lui donnent les moyens de faire sa politique. De gouverner, ouais. Sinon, ça n'a rien à voir élu. Bon. La gauche, vous voyez le résultat minable de la gauche à l'Assemblée nationale. Vous voyez LR qui est à peu près au niveau, finalement, ça respecte le niveau de Fillon, mais le RN est quasiment pas là. Par rapport, je vous remets, Marine Le Pen, elle occupe ça sur le champ politique lors de la présidentielle, dans les législatives, elle a que ça comme députée. Alors ça pose des problèmes de représentation, ceux qui sont... C'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui prônent le fait d'instaurer de la proportionnelle pour éviter justement d'avoir ça, d'être entre les deux graphiques en fait. C'est ça. Voilà. Donc vous voyez l'écart entre une présidentielle et des législatives qui ont lieu 2 mois après, vous voyez l'écart que ça donne. Donc ce sont 2 élections qui n'ont rien à voir en termes de rapport de force. Bon. Là, rapport de force de l'élection présidentielle premier tour 2022, si on projetait sur l'Assemblée, on voit qu'on aurait une gauche, finalement, parce que le bloc gauche, grâce à Mélenchon, a gonflé, le bloc gauche serait super fort. L'extrême majoritaire. Or, ça n'arrivera pas. En tout cas, si on en croit les exemples précédents, ça n'arrivera pas en l'état. Et on voit que pour avoir une majorité de gauche à l'Assemblée, si déjà la tambouille la plus favorable, dont on sait qu'elle n'est pas réaliste, ça donne ça, bon courage pour aller plus loin. Parce que peut-être tu peux revenir sur ce que disait Mélenchon, me fait élisez-moi Premier ministre. Faudrait en fait, pour qu'il soit élu Premier ministre, ce qui est en fait une posture politique et pas une réalité institutionnelle, qu'il ait combien de sièges ? Il y en a 577. Il faudrait qu'il ait la moitié, plus de la moitié. Il faudrait qu'il ait plus de la moitié. C'est chaud. En fait, dans ce scénario-là, ce scénario que vous voyez à l'écran, qui est irréaliste au dernier degré, pour avoir Mélenchon Premier ministre, il faudrait que les députés RN que vous voyez là votent ça. Et les extrêmes ne se rejoignent pas. Ouais, voilà, ça c'est une théorie de certains politistes qu'on m'a dit. Il y a des points communs entre les électeurs d'un extrême et d'un autre, si tant est qu'on puisse parler d'extrême pour une coalition de gauche avec Aléfi dedans. C'est l'objet des débats actuels. Et c'est compliqué pour nous, simples descripteurs. Ouais. Puisque les mots engagent. Donc voilà. Moi, je sais que j'ai du mal à utiliser le terme
d'extrême gauche pour qualifier Mélenchon, parce que mine de rien, une partie du programme quand même, à l'époque où le PS était un beaucoup plus grand parti, traversé par des courants concurrents, il y a pas mal, la 6ème République, il y avait un comité au sein du PS pour en discuter, enfin, il y a plein de choses du programme de la France Insoumise d'aujourd'hui qui étaient en discussion au PS quand ne serait-ce que Mélenchon y était, et portait ses thèmes dedans. Dire que la gauche s'est extrémisée sous le poids de LFI, alors qu'il y a 10 ans, la plupart de ces idées étaient en gestation dans le PS. Juste que le bloc PS s'est divisé, quoi. Ouais, voilà, le bloc PS s'est divisé, ce qui est resté PS, c'est plus à droite, enfin plus centriste que ce qui est parti. Donc voilà, faut aussi remettre en perspective politique les rapports de force et les positionnements actuels. Hein. Tout ça ne sort pas de nulle part, et notamment, c'est d'autant plus facile à suivre que c'est les mêmes gens sur 20 ans. Donc on peut voir leur parcours. Je rappelle que Jean-Luc Mélenchon a été au Parti Socialiste et a fait sa vie politique au Parti Socialiste avant 2012. Mais vous voyez bien, voilà, l'idée c'était de vous expliquer que la présidentielle et les législatives, c'est très différent. Vote caché Éric Zemmour, on s'est expliqué là-dessus. Égalité au travail, égalité homme-femme au travail. On a parlé aussi du sondage qu'on a fait pour vous, One Piece versus Naruto, que préfèrent les Français. Abonnez-vous, comme le dit Unexpected, surtout pour la prochaine, ce sera le débrief du premier tour. À la prochaine, votez et